Merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier de m'avoir invité et permis de faire cette présentation aujourd'hui. Je dois dire que je suis toujours admiratif devant ce que fait Predict et Alix, avec l'utilité que ça a pour la société et chacun d'entre nous. Et je dois dire que si Alix peut faire ceci, c'est parce que derrière, il y a de la donnée. La donnée, ça va être l'or des siècles qui viennent. Et donc la donnée, il y a deux façons d'aller la chercher. La première façon de collecter de la donnée, c'est d'aller la chercher sur le terrain. Donc on peut envoyer quelqu'un qui fait des mesures, on peut mettre des stations qui sont positionnées et on va faire une lecture. La deuxième, c'est la télédétection, c'est-à-dire le satellite passe au-dessus de la Terre et va faire des mesures de température, de l'eau, du niveau de l'eau, de tout un tas de choses, tout ce qu'on peut imaginer avec des capteurs divers et variés. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que comme le dit mon ami Jean-Louis Fellous, les satellites ne sont pas climato-sceptiques, puisque quand on regarde la Terre vue d'en haut, le réchauffement climatique ne fait absolument aucun doute. Alors aujourd'hui, le projet dont je voudrais vous parler, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, puisque ça fait 10 ans maintenant que je l'ai imaginé et que j'essaye de le réaliser avec mes équipes. Alors pourquoi si longtemps ? Eh bien parce qu'il a fallu rassembler une équipe de chercheurs, il a fallu trouver les financements, il a fallu avancer sur ce projet. Nous sommes partis d'une feuille blanche et c'est un petit peu cette histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Alors, le Centre spatial universitaire de Montpellier, c'est une structure de l'Université de Montpellier. Il faut nous voir un petit peu comme une petite agence spatiale avec une mission de formation. Nous sommes là pour former des étudiants au métier du spatial, pour l'industrie, pour les startups. Et nous travaillons également avec des gouvernements de pays africains. Vous verrez par exemple samedi soir, si Elon Musk le veut bien, nous devrions lancer le premier satellite de la République de Djibouti, qui a été fait par des étudiants de Djibouti chez nous, et dont la mission est justement de faire de la gestion de l'eau dans le désert de Djibouti, qui est un critère de survie pour les populations qui y vivent. Alors le CSU, en fait, c'est 25 ingénieurs à temps plein qui encadrent des étudiants en projet, en stage. Nous avons déjà lancé 6 satellites. Nous allons en lancer 4 dans les 6 prochains mois, dont Robusta 3A Méditerranée, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, si vous souhaitez nous connaître un peu plus, vous pouvez vous référer à cette vidéo sur le site du Centre spatial universitaire de Montpellier. Nous sommes soutenus par une fondation partenariale qui est la Fondation Van Allen. Et cette Fondation Van Allen, elle a 2 rôles. Elle va nous permettre de relever du mécénat qui va nous permettre d'investir dans nos projets et donc de faire avancer ces projets. Et le deuxième rôle, c'est d'avoir une gouvernance forte. Et cette gouvernance forte nous pousse à travailler justement sur des sujets environnementaux, climatiques, dont Robusta 3A Méditerranée ou un projet de détection du plastique en Méditerranée en vue de collecte avec nos mécènes. Alors, pour faire un satellite, il faut tout un tas de choses. Il faut de l'ingénierie et il faut le construire, il faut l'imaginer, et le simuler, et ensuite il faut le tester. Et nous avons la chance d'avoir au Centre spatial universitaire de Montpellier tous les moyens de test qui nous permettent de reproduire l'environnement spatial, donc le vide thermique, les vibrations, avec un pot vibrant qu'on appelle aussi un shaker, qui va nous permettre de reproduire les vibrations du lancement, et puis des salles propres pour assembler les satellites. Et notre technologie, elle nous permet aussi de contrôler les satellites depuis chez nous. Nous faisons nous-mêmes les opérations des satellites en formant les étudiants à ces domaines-là. Et nous avons une technologie qui est 100% montpelliéraine, puisque quand nous avons commencé dans les années 2001, ce genre de satellite n'existait pas. Donc nous avons dû tout développer nous-mêmes à partir d'une feuille blanche. Et maintenant, nous avons cette capacité de mettre à disposition ces petits objets de chercheurs, de start-up, et en particulier dans les thématiques environnementales que nous avons ici. Donc je vous présente la forme 1U, comme celui que les Djiboutiens vont lancer. C'est le petit, 10 cm d'arête, c'est tout petit. Mais quand on regarde la taille d'un smartphone, vous enlevez le boîtier, l'interface homme-machine, et vous regardez combien de cartes de smartphone vous pouvez mettre à l'intérieur d'un petit cube de 10 cm d'arête. Robusta 3A Méditerranée que vous voyez ici, c'est un satellite qui va faire 30 cm de haut, donc on est déjà un peu plus gros. Et puis maintenant, pour des applications d'observation de la Terre, et en particulier la détection du plastique en Méditerranée, nous avons développé une plateforme 12 unités, c'est un satellite qui s'approche des 30 kg, donc on a déjà des choses un peu plus sérieuses à présenter.
Alors, les épisodes Cévenol, je ne vais pas y revenir, Alix a très bien présenté ça tout à l'heure. Ça, c'est une photo qui a été prise dans les Cévennes avec les dégâts que tout le monde connaît. Nous avons toujours tous connu ça. J'ai été pris dans des inondations en revenant de l'IUT de Nîmes un jour. Je peux vous en parler, ça fait un drôle d'effet. Et donc, c'est un peu cette réflexion qui nous a amené à travailler sur ces sujets il y a une dizaine d'années. Le principe de l'épisode Cévenol, comme il a été présenté tout à l'heure, on a un réservoir de chaleur, la mer Méditerranée, qui va produire une certaine évaporation, puis le vent marin va pousser ça vers les contreforts des Cévennes, et l'air froid, qui est le moteur de tout ça, crée donc les turbulences, les convections, qui vont faire que l'eau va tomber. Donc Alix, lui, s'intéresse plutôt à ce qui se passe en aval. Moi, je vais m'intéresser à ce qui se passe en amont, puisque le précurseur de ces épisodes Cévenol, avant tout, c'est la quantité de vapeur d'eau dans les couches basses de l'atmosphère qu'on appelle la troposphère. Alors, la grande question, c'est ça, c'est comment peut-on évaluer la quantité d'eau que nous avons dans la troposphère ? Alors, quand on veut tester ce qui se passe dans une couche d'atmosphère, bien souvent, on prend un émetteur, on prend un récepteur, on envoie un signal. Alors, quelquefois, c'est du laser, quelquefois, c'est des ondes radio. Et puis, on regarde comment ce signal va être affecté par ce qui se trouve au milieu. Par exemple, si vous prenez des ondes radio à 14 MHz, vous allez tester l'ionosphère, la quantité de rayonnement ionisant dans l'ionosphère, d'électrons. Et puis, si vous voulez voir de la vapeur d'eau, il va vous falloir travailler avec des fréquences qui sont un peu différentes. Et on a beaucoup de chance de ce point de vue-là, puisqu'on a l'émetteur, il est déjà en vol. Cet émetteur, c'est les constellations GLONASS, GPS, Galileo, qui nous permettent tous les jours, quand on monte dans notre voiture ou quand on prend notre téléphone, de pouvoir nous promener en sachant exactement où on va. Ce sont nos systèmes de navigation, GPS. Que font ces satellites ? Eh bien, ces satellites, ils émettent un signal. Si vous prenez un signal qui arrive d'un satellite, vous ne pouvez pas vous localiser, mais si vous en prenez 3, 4, à l'intersection de tous ces signaux, vous êtes capable de dire, voilà, je suis ici, puisque vous avez un repère dans lequel vous savez où vous vous trouvez sur la Terre. L'idée, c'est d'utiliser ce signal GNSS provenant des satellites pour tester ce qui va se passer quand on met de la vapeur d'eau au milieu. Et il se trouve que ce signal GNSS va être modifié dans la couche basse de l'atmosphère par la vapeur d'eau qui s'y trouve. Ça va simplement créer un changement d'indice qui va modifier le trajet ou le temps de propagation de notre onde provenant des satellites GPS. Ce qui va nous intéresser particulièrement s'appelle le délai zénital troposphérique. C'est une grandeur, je vais le montrer juste après. Et donc, il suffit de mettre un récepteur au sol. On a une idée de ce que devrait être le signal quand il arrive. On regarde ce qui est vraiment. Et à partir de calculs qui sont relativement complexes, on arrive à remonter à la quantité de vapeur d'eau dans la troposphère. Alors le zénital délai, vous le voyez sur la figure de gauche, vous avez le satellite GNSS qui émet avec un certain angle, on positionne un récepteur GPS, là, qui est ici, et on voit le changement d'indice dans la troposphère, c'est comme pour de l'optique, et on va avoir ce qu'on appelle un délai zénital, on va avoir un retard dans la transmission du signal. Alors, ces traitements-là, ça c'est utilisé de façon routinière par Météo France. Les signaux arrivent de stations, énormément de stations qui sont réparties sur le territoire. Le traitement est réalisé par l'IGN, et l'IGN va fournir à Météo France des données qui vont être assimilées toutes les heures dans les modèles AROM de Météo France. Alors, je vous ai donné un exemple qui est très caractéristique, c'est ce qu'on voit sur la figure de droite. Sur la figure de droite, on voit la situation en 2016 lors des inondations dans l'Aude. Et qu'est-ce qu'on voit? Tous les petits points représentent les stations GNSS qui ont enregistré les données sur la vapeur d'eau. Ce qu'on voit clairement, c'est que ces données sont au sol. Elles sont sur le continent. Elles peuvent être sur les Baléares. Mais dans la zone où se forme la vapeur d'eau au-dessus de la mer, on n'a absolument rien. Les scientifiques, mes collègues qui connaissent ça, appellent ça un désert de données. Il n'y a rien. D'où l'idée qu'ont eu des chercheurs de l'Université de Montpellier, des chercheurs de géosciences, de travailler sur un navire scanner, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, qui pourrait embarquer justement ce récepteur GNSS, et comme le navire traverse la Méditerranée nord-sud, est-ouest, eh bien il va venir scanner ce qui se passe
au niveau de la vapeur d'eau sur sa route. Et donc on va avoir une idée de ce qui se passe non à terre, mais là où la vapeur d'eau se forme, en Méditerranée. Le problème, c'est que ces chercheurs travaillaient a posteriori. Donc ils attendaient que le bateau, qui était le fameux Mafrette-Miolon, revienne dans le port de Marseille. Ils allaient avec une clé USB, ils récupéraient les données, et a posteriori, ils vérifiaient si ce qu'ils avaient enregistré correspondait à leurs prévisions. Et la réponse était systématiquement oui. On sait, à partir des données relevées en mer, prédire ce qui va se passer au niveau des épisodes Cévenol. Alors ça a été publié, hein, ça a été un résultat extrêmement prometteur, et c'est de cette publication que nous sommes partis pour monter le projet Méditerranée. Alors, en 2012, nous avions déjà pas mal d'expérience, puisque nous avons commencé en gros dans le domaine des nanosatellites vers 2001. Donc nous avons lancé un appel au niveau de ce qui s'appelait à l'époque l'UM2, qui est devenu par la suite l'UM, l'Université de Montpellier. Et donc Cédric Champollion et Eric Doflinger ont répondu à ça en nous proposant cette problématique qui correspondait tout à fait à ce qu'on cherchait. Alors, le traitement des données récoltées en mer est complexe parce que le navire se déplace. Donc il y avait une activité de recherche à lancer. Et donc là, la Fondation Van Allen est intervenue pour financer auprès de l'ENSTA Bretagne, qui travaillait aussi sur ce sujet, une bourse de thèse qui a permis de définir les algorithmes de traitement de la donnée. Ce n'est pas du tout pareil que de prendre ce qui se passe fixe au sol et sur un bateau qui tangue et qui avance. Donc les algorithmes étaient différents. Et la deuxième chose, le deuxième problème, c'était l'assimilation des données dans les modèles AROM qui doit être horaire, c'est-à-dire que toutes les heures, les données doivent arriver et rentrer dans le modèle. Comment faire pour récupérer une donnée qui est sur un navire en Méditerranée et l'intégrer dans un modèle de Météo France à Toulouse? Et c'est là qu'interviennent nos nanosatellites, puisque le CSUM a monté un consortium avec la Fondation Van Allen. Ce consortium prenait tout un tas de partenaires très variés, donc bien entendu les gens de Géosciences, l'IGN, l'ENSTA Bretagne, le port de Sète pour la mise à disposition des navires, avec son président Jean-Claude Guessot, qui est également le président de la Fondation Van Allen, Météo France, et bien entendu le SDIS, puisque en fait, il y a qui sont aussi des utilisateurs finaux de cette donnée, puisque c'est eux qui sont chargés d'intervenir et d'intervenir pour la protection des populations. Donc cette convention a été signée en 2020 avec un objectif scientifique, puisque avec un seul nanosatellite, on ne va pas pouvoir faire un système opérationnel. En revanche, on cherche à démontrer la faisabilité de ces choses-là et la possibilité d'intégrer les données dans le modèle AROM en temps réel. Alors le projet Méditerranée, en quoi il consiste? Eh bien, on part du satellite GNSS que je vous décrivais tout à l'heure. Ce satellite GNSS va émettre des signaux. On embarque à bord d'un navire qui croise en Méditerranée, généralement sur des routes bien prédéfinies, des récepteurs GNSS. Le traitement se fait en partie à bord, puis ces données sont envoyées sur un nanosatellite de l'Université de Montpellier qui va les répercuter à la station sol de Montpellier. Vu de l'espace, le milieu de la Méditerranée ou la côte d'Afrique du Nord et Montpellier, c'est l'approche banlieue. On est capable de faire tout ça sur un seul passage du satellite. Et donc, ce passage du satellite, ensuite, va permettre d'envoyer ces données en quelques minutes à l'IGN pour le traitement, et enfin, à la Météo France pour la simulation dans les modèles AROM. Alors, la zone d'intérêt que nous avons définie pour cette étude de recherche, eh bien, elle est comprise, vous le voyez, entre la Corse, les Baléares et puis le golfe du Lion, avec une possibilité de l'étendre jusqu'à Alger et Tunis en englobant la Sardaigne et la Corse, si tout se passe bien. Et donc, vous voyez que ça correspond à peu près à cette zone vide de données dans laquelle les épisodes Cévenol vont se former. Alors, l'avancement de ce projet, déjà, nous avons eu beaucoup de chance puisque nous avons bénéficié d'un lancement sur le tir d'Ariane 6, le tir inaugural, qui devrait avoir lieu au printemps de l'année prochaine. Donc nous attendons avec impatience qu'Ariane 6 décolle et nous emporte. Le modèle d'ingénieur, c'est-à-dire en gros le prototype finalisé est terminé et il a montré que tout fonctionnait parfaitement. Les modèles de vol sont en cours d'intégration dans nos salles propres. Ça va très vite. Une fois que le modèle d'un ingénieur est au point, en quelques semaines, on est capable de fabriquer le satellite final. Et donc le lancement, pour l'instant prévu au premier semestre 2024,
si Ariane 6 le veut bien. Alors en conclusion, je fais volontairement bref puisque je laisse la place à la discussion derrière. Je dirais qu'à l'initiative de la Fondation Van Allen, il y a un consortium qui s'est mis en place et qui s'est mobilisé. Et compte tenu du planning d'Ariane 6, on pense que le système devrait être opérationnel, disponible pour travailler sur les épisodes Sevenol qui pourraient avoir lieu à l'automne 2024. Donc la campagne, la première vraie campagne de données est prévue pour l'automne 2024. Si les résultats du démonstrateur sont concluants, c'est-à-dire qu'on arrive à démontrer qu'on arrive à récupérer des données sur ces bateaux, à les traiter en un temps relativement court et à les assimiler dans les modèles AROM, avec comme objectif déjà de ne pas détériorer la prévision des modèles AROM, ce serait déjà pas mal, hein. Météo France est très prudent là-dessus, ça fait partie de l'étude. Donc avoir ces données et les intégrer, on pourrait imaginer de faire 2, 3, 4 satellites, de façon à avoir en permanence un satellite qui passerait en visibilité de la Méditerranée pour collecter ces données. Et là, on irait vers un système opérationnel qui pourrait travailler aussi comme un système d'alerte. Donc, outre les aspects environnementaux, et nous avons formé plus de 500 étudiants qui ont travaillé. Je peux vous dire qu'aucun n'est au chômage, puisqu'il y a 8000 postes non pourvus dans l'industrie spatiale actuellement. Et que nous avons fédéré un grand nombre d'acteurs pour travailler sur la problématique des épisodes Sevenol. Je vous remercie de votre attention. Si jamais vous souhaitez soutenir la Fondation et ses projets, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation Van Allen. Vous pouvez faire un don, quel qu'il soit, il sera apprécié. Et merci également à tous nos sponsors, nos partenaires industriels, sans qui ces projets, qui sont entièrement autofinancés, n'auraient pu avoir lieu.